Bienvenue dans Les Scarabées bourdonnent, le podcast des gens un peu bizarres, un peu cassés, ou de leur entourage, mais qui ne comptent pas en rester là. Bonjour Léandre. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, je suis content de te recevoir dans Les Scarabées bourdonnent, pour parler de toi principalement, parce que moi ça y est, on commence à me connaître, donc c'est bon, je préfère parler des invités. Alors comme tu sais, j'invite les bras cassés, les têtes cassées, voilà, tous ceux qui refusent quand même de rester cassés. Et alors c'est pas pour faire spécimen de foire et tout ça, hein. Moi, j'espère que tu considères pas ça comme ça. Je sais pas, ça dépend, les gens ils mettent des pièces ou pas pour regarder ? Non, malheureusement. Ah ouais, t'as raison, je devrais peut-être mettre une boîte pour faire à votre bon cœur, monsieur, dame, les animaux de foire. Voici Léandre. Alors je vous décris Léandre, hein. Il a 2 bras, 2 jambes, une tête. Il est tout à fait normal d'extérieur. Un petit peu moins d'intérieur, je crois, hein. La tête fonctionne pas. Quand elle veut fonctionner surtout. Cette interview va être très difficile. Oui, parce que notre monsieur Léandre est neuro-atypique. Mais là, je vais quand même te laisser la parole pour que tu nous expliques à quel point tu es atteint. Alors, par où je commence ? Là, ça va être le plus dur. Oh, c'est pas grave, tu fais comme tu peux. Ouais. Parce que ma neuroatypie, je l'ai découvert que en 2017. Donc t'avais 3 ans et demi ? Ouais, limite d'âge mental, ouais. Non, j'avais 24 ans. Et suite à parce que c'est ma tante qui avait lu un bouquin et qui s'était reconnue là-dedans, et donc je l'ai lu. Je l'ai acheté, mais j'ai mis 6 mois à le lire. Et en le lisant, j'avais l'impression que la dame... j'avais des flashs qui arrivaient de mon passé, de mon enfance, de l'école et tout. Et à la fin, pour indiquer, il y a peut-être un potentiel de haut potentiel intellectuel. Donc j'avais mis ça de côté au départ. Et ensuite, je trouvais ça trop bizarre d'être un peu comme un extraterrestre auprès des gens de tout le monde, avec des émotions qui vont à droite à gauche, ne pas penser comme les autres, et des fois penser à des trucs qui n'ont rien à voir, comme être dans le lit et se demander pourquoi le ciel est bleu. Rien à voir, on s'en fout d'ailleurs, mais ça empêchait de dormir. Et donc je passe le test avant de passer mon BTS, bien sûr. Donc résultat donc détecté au potentiel intellectuel. Donc là, je suis parti dans le déni. Surtout quand on a un résultat au BTS de 8 sur 20 de moyenne. Bon, alors là, gros déni complet. Et après, en fin de compte, en recherchant par la suite, je me dis c'est pas possible. Et nouvelle détection. Et je découvre aussi que j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec de l'hyperactivité. Bon, alors j'ai le mauvais côté, quand je voyais, j'avais les mauvais côtés du haut potentiel, et en plus le trouble de l'attention, je me suis dit merde, je suis foutu. Les mauvais côtés du haut potentiel, c'est intéressant ça. Ouais. C'est quoi les mauvais côtés ? Parce que tout le monde pense que c'est super génial d'être haut potentiel intellectuel, d'avoir un QI super élevé et d'être un super héros comme on voit à la télé. Et d'ailleurs, la série HP, on va dire que c'est souvent les séries comme ça où oui. On voit ça, on rentre vraiment dans le cliché, mais il y a des choses qui sont presque réelles. C'est des fois empêcher de dormir parce que on a vraiment un truc qui nous travaille et on n'a pas la logique, la réponse. Et des fois, c'est pendant le sommeil, on se réveille et on a eu la lucidité qui arrive. Mais des fois, une logique, des fois 2 plus 2, on ne sait pas pourquoi on sait que c'est égal à 4, mais on va pas comprendre pourquoi. Et des fois, c'est une logique qui passe pas. Et comme en fin de compte, on est on est aussi dans l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité sera plutôt sur les sens. Donc l'ouïe, l'odorat, la vue. Il y a un peu de tout. Et cette hypersensibilité-là, en fait, elle nous empêche des fois de bien comprendre les choses. Je me suis même perdu dans ce que j'étais en train de me dire. Mais, je m'en doutais. Voilà.
Mais On parlait des mauvais côtés. ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est les mauvais côtés. Et en fin de compte, et bah en fait, vous savez, je suis perdu. Donc les mauvais côtés. Donc c'est oui, hypersensibilité, mais en fait hyper-émotivité aussi. Mais en fait, on est tellement capté par tout l'environnement, et bah c'est tellement épuisant aussi. Et donc on n'a pas le côté, bah tiens, c'est hyper logique. Enfin, voir comme ce qu'on peut voir les génies, ça va être, on va avoir besoin d'avoir vraiment tous les points qu'il faut pour bien comprendre l'ensemble. Si je prends un exemple, par exemple, quand j'étais chez Orange, j'avais ma mission de chef de projet, mais pour bien comprendre, et pour bien comprendre ce que voulait le client, il fallait absolument que je connaisse tout l'environnement. Sinon, c'était impossible pour moi de comprendre. Et des fois, pareil, une logique, si j'avais pas la logique, on pouvait me demander de faire quelque chose, bah, ça avançait pas. Tant que j'avais pas ce petit... T'es dépendant du contexte, Voilà. où il te faut tous les éléments Exactement. pour pouvoir tracer la logique qui amène à la solution, quoi. C'est Exactement. Ça que tu... Ok. Il faut vraiment tous les points possibles, parce que sinon, bah, ça bloque en disant il manque un truc et ça marchera pas, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce qui fait qu'en fait après, bah, aussi ce côté, on va dire positif, négatif, c'est la pensée en arborescence. Donc une idée en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Et on peut le remarquer, enfin souvent quand on est dans, on va dire, dans la technologie, ce qui est bien, c'est on le remarque avec les, comment on appelle ça, par exemple sur internet, on a plein d'onglets ouverts parce qu'on a cliqué sur un truc, oh bah tiens, on a vu un truc, on clique dessus et en fait on sait même plus pourquoi est-ce qu'on y avait été, on sait même plus qu'est-ce qu'on cherchait au départ. Et en fait c'est ça, il y a ce côté là qui est bien parce qu'on peut comprendre des choses qui sont potentiellement, enfin je sais pas, avec une logique différente, et d'autres, mais on est complètement buté sur des trucs qui sont hyper logiques. Enfin, il y a une phrase, il y a un sujet, un complément, mais des fois, c'est dur à comprendre. C'est chercher à comprendre pourquoi c'est sujet, verbe, complément, et pas verbe, sujet, complément, ou Exactement. Quelle est la logique derrière, alors qu'une personne lambda se pose pas la question. C'est ça. C'est comme ça, et puis c'est tout, et tu fais pas de linguistique comparée pour autant, quoi. C'est ça. Et c'est pas pour autant que j'ai été, on va dire, meilleur de ma promo, des choses comme ça. Ça a été justement, côté scolaire, ça a été plutôt à dégringolade, parce que j'étais pas adapté au système scolaire. Et c'est là où moi j'avais l'impression il y a des fois on n'arrive pas à apprendre, à comprendre, parce que l'enseignant qui est en face, on n'a pas il n'y a pas une relation qui se crée. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de fois, je disais beaucoup, putain, en fait c'est le prof qui est con. Enfin, le prof il est con, il est nul, ou je sais pas quoi. Mais en fait j'avais pas cette relation. Et moi je l'ai compris quand j'ai commencé mon apprentissage avec ma responsable de formation. Elle arrivait à jouer avec, c'est pas jouer, elle arrivait à me manager justement avec le côté émotionnel. Parce que c'est ça, l'émotion est énormément présente. Et une fois qu'il y a une relation avec la personne, tout ce qu'elle va dire, on va réussir à l'assimiler, parce qu'on va mettre une émotion dessus. Et l'émotion est beaucoup plus importante. Et c'est ça en fait, ressentir, on va ressentir 100 fois 1000 les choses. Donc, comme l'émotion, il y a, on peut me dire ta gueule, ça va rien me faire. Mais des fois, il y a juste un mot. Et alors là, je vais plonger pendant on va dire une journée. Ça m'est arrivé. Une des formatrices en BTS, je posais une question, elle a ignoré la question et elle est passée à autre chose. Et c'est con. Tu l'as pris personnellement. Et je l'ai pris personnellement, mais surtout que je sais pas, ça m'a fait tomber, mais comme si on m'avait, je sais pas, donné un coup de couteau, quoi. C'était trop bizarre. Et c'est ça en fait, c'est ressentir et l'exprimer, et c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est certes ça devrait pas m'atteindre, mais c'est comment on appelle ça, ça affecte énormément en fait. C'est de l'hypersensibilité. Voilà, on ressent les choses fois 1000. Des fois ça peut faire peur, c'est le mauvais côté en fait, ça se fait peur à soi-même, ça peut faire peur aux autres, mais c'est notre émotion qui en surgit.
Voilà. Alors, c'est marrant parce que t'as bifurqué un tout petit peu vers les bons côtés du HPI, mais Oui. t'es vite revenu au côté plus problématique que, que solutionnel. Ce mot existe? Je suis pas On sûr. peut C'est pas l'inventer. grave. On va dire que c'est bien comme mot. Mais quel bon côté t'as à être HPI alors? Est-ce que toi, tu en vois des côtés positifs Oui. à ce diagnostic et cet état de fait? Alors oui, il y a quand même des côtés positifs. Justement, c'est le mode de réflexion qui est pas la même. C'est alors au lieu de penser à un truc et de rester là-dessus, c'est parler en fait. C'est justement c'est la vision globale, c'est d'avoir besoin de toutes les informations pour mieux réussir. Et c'est pour ça qu'après, dans ma reconversion côté pro, il a fallu que je fasse plusieurs formations en même temps. Et c'est ça aussi le bon côté du haut potentiel, c'est de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Et même si on est sous l'eau et qu'on ne se rend pas compte que la charge que ça peut donner, c'est après de se dire quand on a réussi, c'est se dire ok, c'est peut-être dû à mon fonctionnement de pensée que je suis comme ça. Et on en reparlera après, mais même par rapport à l'arbitrage de volet, le fait d'être haut potentiel, on arrive à capter beaucoup plus de choses. Au lieu d'être focus que sur un ballon, on va pouvoir capter aussi les personnes. Je sais pas, il y a des petites choses comme ça qu'on va réussir à voir et à ressentir que on peut pas ressentir, ou même la relation avec les personnes. Il y a des fois, ça m'est arrivé chez Orange aussi. J'ai toujours Orange parce que j'ai travaillé 7 ans chez eux. Mais une personne qui arrive à me dire bonjour dès le début, je sais si elle est vraie ou fausse. Et ça peut m'arriver, et si elle est fausse, je vais pas réussir à me livrer. Par contre, il peut y avoir une connexion qui va se faire énormément avec quelqu'un, et puis après, il y a la relation de confiance qui se fait là. Et c'est quand on... ce côté, on va dire, positif du haut potentiel, c'est la relation humaine qui est vraie en fait. Il n'y a pas de jeu derrière. Et de toute façon, tu l'as vu pendant un des exercices, on lit en moi comme dans un livre ouvert. Il suffit de me regarder et puis en fin de compte, les messages se diffusent. On y reviendra. Ouais. Et donc tu disais TDAH aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que être HPI, on a forcément au moins un TDA, sans parler d'hyperactivité, mais est-ce que ça engendre obligatoirement un trouble de déficit de l'attention ou pas? Non, pas obligatoire. On peut être HPI, on peut être au potentiel sans avoir un TDAH. Moi, si j'ai compris, en fait, le TDAH, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement. Mon médecin qui me l'avait expliqué, c'était très bien. C'est comme un bébé qui naît, dès qu'il va y avoir un bruit par exemple, il va aller se retourner. Pour le cerveau va penser que c'est un danger, et une fois qu'il voit que c'est plus un danger, il va plus se rendre compte de ce bruit, donc il va plus se retourner. Quelqu'un qui a un trouble de l'attention n'arrive pas justement à inhiber, donc ce qui fait que le bruit va pouvoir toujours réapparaître et on va toujours l'entendre et toujours faire focus. Et c'est pareil pour la vision. Au lieu d'être focus à un endroit, on va tout voir, et en fait ça prend beaucoup d'énergie parce que en gros dans le neurotransmetteur, ils n'arrivent pas à filtrer. Et puis voilà. Et après, je vais parler sur trop de trucs et je ne sais même plus sur quoi je vais retourner. Mais non, on n'est pas obligé d'avoir un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité d'ailleurs. Mais moi, j'ai réussi à avoir les deux. C'est un package. Bingo. T'as pris, package. t'as pris la totale. T'as vaguement parlé de BTS, de formation. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie à part collège, lycée, et déjà là, comme t'as été, je vais me calquer sur toi en fait, je vais tourner en rond aussi. T'as été diagnostiqué assez tard, 24 ans c'est tard quand même, c'est l'âge adulte. T'as parlé légèrement de la période lycée où tu disais c'est le prof qui est nul parce que il n'y avait pas le côté émotionnel, relationnel
Donc, on a tous connu des profs assez froids, voilà, qui délivrent leur savoir sans forcément essayer d'attirer leurs élèves à ce savoir. Toi, quelles difficultés ça a posé dans ta scolarité, et puis ensuite dans les formations que tu as pu faire jusqu'à récemment? À partir tout ce qui était collège-lycée, de toute façon, c'était le côté trop général. On apprenait trop de choses, mais c'est ça aussi que peut-être le mauvais côté du HPI, ou bon et mauvais côté. Tant qu'on n'a pas la logique de pourquoi est-ce qu'on le fait, ça rentre pas en fait. On apprend des trucs, ouais, mais est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'il y a une logique à ce qu'on va s'en servir? Non, ça filtre et ça part. Par contre, quelque chose qui peut être intéressant, et c'est pour ça qu'après je suis parti, donc je me suis déjà reconverti, presque une reconversion, réorienté plutôt. Je suis passé d'une première S à un bac pro dans système électronique numérique, en télécommunication et réseau. Donc j'ai commencé par de l'informatique. Et là, par contre, tout ce qu'on apprenait avait une logique, parce que ce qu'on apprenait, on le voyait en entreprise, et inversement. Ou ce qu'on ne voyait pas justement à l'école, parce que quand on est sur de l'apprentissage, surtout sur des diplômes de l'éducation nationale, on fait la même chose qu'en initiale, mais en 2 fois moins de temps. Donc le programme, on le voit, mais on va le voir plus rapidement, donc il faut assimiler beaucoup plus rapidement, ou sinon on arrive à avoir les compléments avec la partie entreprise. Et donc en bac pro, j'ai rencontré aussi justement cette responsable de formation, avec qui je suis toujours en relation avec elle, parce qu'elle m'a accompagné pendant tout le long de mon parcours pro, et puis je pense qu'elle aussi comme moi, donc mais ça je pense qu'elle veut pas encore le voir, mais voilà, elle a vu en moi on va dire une capacité justement d'être dans ce métier-là, et justement aussi dans la relation humaine. Donc dès qu'elle avait une fois que j'avais terminé mon bac pro, je suis passé en BTS, et en BTS pareil, elle m'a accompagné, et c'est là où j'ai découvert justement mon potentiel et mon trouble de l'attention, et ensuite elle avait ouvert une licence pro, et donc j'ai continué avec elle. Donc je faisais presque partie des murs du centre de formation. J'étais même des fois plus ancien que les formateurs qui arrivaient, donc je connaissais limite quasi toutes les promos qui arrivaient. Donc et là j'avais vraiment une logique sur ce que j'apprenais, donc c'était beaucoup plus facile à assimiler. Alors que dans quelque chose qui était généraliste, ça pouvait rentrer, mais ça ressortait direct. Et tant que j'ai pas cette logique, quand c'est trop théorique, ça veut pas rentrer, ça met beaucoup de temps à s'assimiler. Ouais, la quête du sens, finalement. C'est ça. C'est à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, c'est quel est le sens derrière tout cet apprentissage, et qu'on n'a pas forcément, et effectivement, quand moi qui suis pas un grand copain des mathématiques, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un épisode précédent, mais voilà, Pythagore ça sert à quoi, Thalès ça sert à quoi, moi j'y voyais pas de sens à tout ça. Alors j'imagine bien que d'autres ont trouvé du sens quand ils ont fait leurs études en maths, en sciences, en tout ce que tu veux, peut-être même en pose de papier peint, je sais pas. Je sais jamais. Hein. Quand tu dois calculer, tiens, là dans l'angle, quel morceau de carrelage ou de papier peint tu dois coller, j'imagine que ça peut servir, même si j'ai pas creusé le sujet. Mais en tout cas, pour toi, c'est ça, c'est l'émotion, le sens. Le sens que ça donne, ouais. Et en quoi tu vas pouvoir te resservir de ces connaissances-là, quoi. Exactement. Parce que demander un travail pratique, s'il n'y a pas de sens, alors déjà, je vais pas réussir à le faire, parce que je vais procrastiner, parce que je vais pas savoir pourquoi je vais le faire, et sinon je vais rendre un truc bâclé, parce que on m'a dit de faire ça, mais j'aurais rien appris en fait. Alors que si je trouve le petit sens, la petite logique du pourquoi, et là c'est bon, j'ai compris, j'y vais quoi. Et puis après c'est là où je reste focus et j'y vais à fond. En parlant de rester focus, est-ce que par rapport à ton trouble de l'attention, t'as dû mettre des stratégies en place? Est-ce que tu as mis le temps à en trouver des stratégies? Est-ce que ça a posé énormément de difficultés? Ouais. D'abord, comme je l'avais appris juste avant, parce que j'avais redoublé sur mon BTS, comme j'avais appris, j'avais le trouble d'attention, donc mon médecin, à l'époque, c'était pas encore autorisé, donc
je vais pas dire le nom, mais c'était pas autorisé un traitement médicamenteux pour les adultes, parce que le trouble d'attention n'était que pour les enfants. Alors, passer une fois adulte, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Donc j'avais réussi à en avoir un, juste pour mes épreuves, et sans rien faire en ayant fait la même chose que ce que je faisais l'année dernière, en gros, je travaillais à l'école pendant 5 minutes, et une fois après je m'endormais. Je suis passé de 8 à 15 de moyenne. Donc ça a fonctionné. Et ensuite je faisais une rééducation, comment on appelle ça ? Une rééducation pas neurologique, mais cognitif. Donc dans la rééducation cognitive, c'est écouter un son, une bande audio et essayer de repérer des mots. Donc on l'écoute et puis voilà. Il y avait le jeu du Google, un truc comme ça là. Et je jouais avec ma neuropsychologue justement. Donc rester focus sur les cartes et trouver le but du jeu, c'est il y a plein de dessins et il faut retrouver le même dessin que tu as sur ta carte. Donc alors elle Ah oui, puis t'es censé ouais, taper. Ah ouais, on l'a, je l'ai. Et je voyais ma neuropsy qui les enchaînait et je lui disais qu'elle trichait parce qu'il n'y avait pas mon dessin, il apparaissait jamais. Et après, si, il apparaissait. Sinon, c'était le jeu aussi avec les couleurs. Enfin, c'est écrit d'une couleur et c'est marqué d'une autre couleur. D'accord. En gros, il y a le mot marron, mais avec en écriture rouge. Il fallait aller le plus vite et en essayant de rester attentif. Donc voilà, il y avait tout ce chemin-là. Et après, stratégie, justement sur ce que j'ai appris quand j'ai fait de la gestion de projet, il y avait la matrice d'Eisenhower où on va classer les tâches entre ce qui va être urgent, ce qui va être pas important mais pas urgent, l'urgent c'est important, enfin voilà. Il faut pas que ça se défile. Il y a aussi la to-do list et la mise en place d'un timer. Quand j'ai besoin de faire quelque chose et qu'il faut que je reste focus, je mets un timer. Alors même, je mets pas 1 heure, je mets une demi-heure, ça me suffit. Et ensuite, tant que le timer n'est pas terminé, je reste sur ma tâche. Et sinon, le gros travail que j'ai fait pendant plusieurs années, pareil, ça va faire 8 ans là, c'est arbitrer le volley. Et ça a été une grosse surprise pour mon médecin parce qu'il m'a dit vous avez un trouble de l'attention, vous êtes arbitre de volley. C'est un des sports où il faut être le plus attentif. Ouais, je sais. Et justement, peut-être qu'il y a un côté un peu hypnotique qui fait que tu arrives à rester concentré, je sais pas. Pas tout le temps. Alors le premier set, ça arrive quand j'étais plus quand j'ai pas mon traitement. Un set, c'est 25 points avec c'est un set gagné, c'est 25 points avec 2 points d'écart. Donc déjà, faut pas que ça soit trop long. Il y a des sets qui peuvent durer 3 quarts d'heure parce qu'on arrive à 37-35. Ça arrive. Et puis quand le point est long à s'échanger, il faut se dire qu'il ne faut pas rater la faute. Mais avec justement le côté trouble de l'attention et le problème d'inhibition, c'est si on entend les joueurs, le public, un petit truc, il y a des fois, ça m'est déjà arrivé de regarder le ballon en l'air et que j'oublie ce qui s'était passé. Il est tombé par terre, j'ai même pas vu ce qui s'était passé, donc j'ai sifflé une faute, qui était bonne parce que personne n'avait gueulé, mais bon. Mais après c'est ça, des fois c'est rester attentif, c'est très très dur, mais plus ça va, plus en fin de compte j'arrive à capter les moindres détails que je ne voyais pas avant. Mais parce que je reste sous traitement médicamenteux quand je dois être dans ce sport. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi augmenter mon niveau, de passer de arbitre départemental, arbitre de ligue, actuellement arbitre national, et je viens de passer mon stage fédéral. Donc là j'attends la commission de validation de savoir s'ils valident mon grade ou pas. Ok, c'est pas mal. Et en tant que joueur non. Je T'es- quiche. T'es meilleur arbitre que joueur. Ouais, parce que quand j'étais joueur déjà, c'est ça, c'est le réflexe, le trouble de l'attention. On voit le ballon, il passe à côté et après on tend les bras. Voilà. Il y a comme un décalage. Ah, il y avait un gros décalage. Et puis ça me faisait rire parce que je suis quelqu'un qui est très bon perdant, donc dès que je fais une connerie, je rigole. Donc Ouais, les camarades, par contre, ils devaient pas rigoler. pas trop. C'est pour ça que je préférais rester arbitre parce que je trouvais ça plus passionnant et surtout, je trouvais une logique pour moi. Surtout, c'était ça. Il fallait que j'ai ma logique et il fallait que je savais pourquoi est-ce que je le faisais.
Et actuellement, ça m'a aidé justement à progresser dans la chefferie de projet et puis maintenant en tant que coach sportif. Tiens donc, coach sportif. Ouais. Ah ouais. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Eh ben, parle-nous-en un peu alors. Euh, Bon, je fais le faux surpris, puisque oui. avec Léandre, il était. Mais je vais te laisser expliquer tout ça. Alors, l'histoire a commencé, il était une fois. Ça a commencé l'année dernière, mois d'avril 2024. J'étais déjà arrivé sur Laval suite à une mutation interne, Bordeaux-Laval, et à Saint-Berthevin, donc la salle pré-ouverture, je concours. Moi j'aime bien jouer, vas-y, je joue. De toute façon, je gagne jamais. Et là, je sais pas ce que je faisais, comme d'hab. Donc je vais ranger un truc et que j'ai pas rangé après. Et notification, bravo Léandre, tu as gagné un an d'abonnement offert. Le premier mot que j'ai eu dans ma tête quand j'ai lu ça, j'ai fait merde, je vais devoir y aller. Donc j'échange avec Anthony, donc le gérant de la salle, qui sera par la suite après mon tuteur. Donc j'échange, je vais voir, la salle est encore en travaux, et les premiers mots que je leur ai dit, et ça je m'en rappellerai toujours, c'est j'aime pas les salles de sport. Et donc c'est quand même, t'es gérant, t'offres un an d'abonnement gratuit, et la personne qui vient, il te sort j'aime pas les salles de sport. Ça donne envie quoi. Je gagne jamais. Déjà, je gagne. Alors, vous m'embêtez bien. Je suis obligé de venir. Enfin, je me sens obligé. Et puis, en plus, moi, les salles de sport, j'aime pas ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui te plaît pas ou qu'est-ce qui te plaisait pas dans les salles de sport? C'était le regard des autres. J'en avais fait plusieurs types de salles. C'était le regard des autres, le fait de se sentir jugé. Même s'il y avait des coachs, ils te regardent, mais ils viennent pas t'aider. Quand tu leur poses une question, tu as l'impression d'être dérangé. Et c'est l'esprit que j'aimais pas. Et justement, c'est ce que je parlais avec Anthony et sa conjointe. Et ils m'ont dit, mais enfin, nous, c'est pas ce qu'on veut transmettre. Nous, ce qu'on veut, c'est justement pouvoir les accompagner et mettre un endroit de là où ils se sentent bien, qu'ils se sentent protégés, etc. Bon. J'ai dit, dans ma tête, c'était j'attends de voir pour croire. Enfin, j'attends de voir. Voilà. Et ok, j'y vais, je commence. Et première fois aussi que je connais que je refaisais des cours collectifs depuis que je n'en avais pas fait. Et je redécouvre ça, donc avec deux nouveaux coachs qui étaient fraîchement diplômés aussi. Et l'ambiance, la relation se passait super bien. Même si ça faisait que 2-3 fois, toujours le sourire de voir les adhérents qui venaient. Et c'est mignon d'entendre le chat. Et de voir les adhérents et puis commencer à aimer le goût des choses. Et parce qu'au départ, j'avais, par le bouche à oreille, j'avais mon coach perso, donc Willy. C'est Willy qui m'a accompagné après tout le long de mes TEP et de mon haltérophilie toute l'année. Et il m'a remis sur le goût du sport sur le programme de perte de poids. Et là, de fil en aiguille, 2024, donc 2 mois après, pareil, je rencontre la sœur de mon tuteur qui elle a franchi le pas aussi. On a juste un an de décalage, elle a un an de plus que moi, qui a franchi le pas de la reconversion. Chez Orange, on était sur un plan de restructuration avec des plans de suppression de postes suite à un changement de direction. Et là, je me suis dit, allez, j'ai plus les mêmes valeurs qu'Orange, que Orange m'apportait à l'époque. Je ne me reconnais plus dans l'entreprise et j'ai besoin de me sentir utile pour les gens. Je veux savoir pourquoi est-ce que je me lève. Et je fais, allez, je fonce. Et là, préparation des TEP. Mois de juin, je teste le luc léger. Et c'est Anthony qui me fait un examen blanc, palier 4. Bon. Et en fait, j'ai vu, il n'y a que lui qui a cru en moi sur ma réussite, en plus de mon coach Willy, parce qu'il m'a accompagné à faire du fractionné et tout. Mois de août, 2 semaines avant les TEP, j'arrivais au palier 8. Et là, je me suis dit, merde, il me reste 2 semaines pour passer 2 paliers, c'est mort. Et puis après, arrivé les TEP d'abord à l'IRSS, où là,
franchement là, c'était une blague. Parce que je crois qu'ils n'avaient pas compris comment étaient faites les distances. Et que c'était pas pour eux, les 20 mètres, c'était à l'intérieur du circuit. Puis ils ont rajouté 2 mètres de chaque côté. Donc ça nous faisait 24 mètres à parcourir. Bon, j'ai réussi à aller jusqu'au palier 9. Fierté. Et là, je me suis dit, bah merde et tout, ça va pas le faire. Et donc, le NCP me repropose des TEP 2 jours après. Et là, le palier 10, nickel. Tout le reste était nickel. Et Anthony m'a félicité. Puis justement, il a dit maintenant, on te prend en stagiaire. On attendait les résultats pour te prendre parce que tu as les valeurs qu'on cherche et qu'on veut transmettre auprès de nos adhérents. Donc tu avais tout gagné finalement. Sans le savoir. Et... Voilà, ta préparation, quasiment. Ouais. Et puis ta place, on va juste rappeler ce que c'est que les tests. Ouais, je suis parti sur TEP et test en même temps, donc ça pouvait pas fonctionner. Les tests d'exigence préalable à l'entrée en formation. Et donc le Luc Léger qui est un test navette, on doit courir sur une distance de 20 mètres. À faire des allers-retours. À faire des allers-retours. Et puis avec le bip là qui... Palier 1. Voilà. C'est sûr quand tu arrives à palier 4, ça fait peur. Oui. Que tu sais qu'il faut attendre normalement le palier 10 au TEP. Et puis il y a d'autres épreuves. Il y a l'épreuve de cours collectif et puis des épreuves de musculation à faire. Mais ça, t'as pas eu de difficultés particulières? Non, Willy m'a bien entraîné sur la partie musculation et cours collectif. J'avais bouffé tout ce qui était step, tout ce qui était cours chorégraphie à la salle, parce que j'y allais tous les jours. Une fois que je savais que j'allais quitter Orange, je m'en foutais complètement. Donc tous les soirs, j'allais faire du step, j'allais faire du pump, j'allais faire tout ce qui pouvait être info musculaire. Donc tu es arrivé pour les épreuves, les tests, tu étais au taquet, tu étais archi prêt. Je le voulais. Et tu es entré en formation au mois d'octobre suivant. Oui. Comment ça s'est passé cette année de formation? Parce que là tu finis tout juste. C'est pour ça que je faisais le faux surpris tout à l'heure, parce que tu as fait partie de la promo pour laquelle j'étais coordinateur. Le début était compliqué parce que après 7 ans de vie d'activité, se retrouver sur le banc de l'école, compliqué, puis se redire je me réoriente, j'ai fait toutes mes formations et je pars sur autre chose, mais un bon défi. Et l'avantage que j'avais justement, c'est comme c'est une reconversion suite à un plan de restructuration, donc j'avais des avantages en quittant l'entreprise, donc qui m'ont payé, c'est eux qui me financent les formations. Et puis c'est là le côté au potentiel, comme j'aime pas avoir qu'un seul truc, il fallait que j'ai plein de panels en même temps. Donc comme si j'avais pas assez du BP, parce que reprendre les études, ok, avec un niveau sportif qui était au départ pas du tout bon, mais qui s'est amélioré. Donc ajouter au BP, rajouter les niveaux de step 1, 2 et 3, le NCP, rajouter la formation pilates, coaching, nutrition du sportif, plus passer mon stage fédéral. On va dire que l'année elle est passée vite et je me suis dit mais pourquoi c'est comme si pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, parce que tu aurais pu étaler post-formation. Parce qu'il n'y avait pas de durée, donc je pouvais le faire après. Non, il fallait que je fasse tout d'un coup. C'est soit tout maintenant ou soit jamais. Donc là, on retrouve cette histoire de tableau, parce que forcément, il n'y a pas la caméra, donc on ne peut pas voir les gestes que tu as fait tout à l'heure, mais de placer des images ou des post-it sur un tableau, et puis de faire les liens entre elles, entre ces feuilles, avec des bouts de corde, presque une enquête. C'est ça. Et tu as besoin de tous les éléments. Et est-ce que ça rejoint finalement l'image que tu te fais d'un coach? C'est ça. Ou en tout cas du coach que tu souhaites être? Exactement. En tout cas, je sais du coach que je ne souhaite pas être. Et c'est ce que j'ai vécu quand même bien avant. C'est ceux qui te font un programme sans déjà te connaître vraiment. Quand je parlais des fois d'hyperactivité, ils me faisaient des programmes qui duraient 2 heures et je leur ai dit mais je me fais chier, donc je peux pas rester dedans dans une salle, ça me fait chier quoi.
J'ai autre chose. Enfin, c'est comme manger, ça me fait chier, donc je trouve ça que c'est ennuyant, donc des fois j'ai pas envie de manger parce que j'ai pas faim ou je mange vite. Mais ça c'est encore autre chose, donc en fait j'ai besoin d'avoir, enfin ce qu'on disait c'est que j'ai besoin d'avoir vraiment la vision globale, donc en plus de coacher quelqu'un, il faut aussi penser peut-être à son alimentation, donc justement le coaching nutrition du sportif. Le pilate est vachement, au départ je me suis dit ça peut être un bon atout parce que le pilate commence vient, c'est pas à la mode, mais vient de plus en plus, et en fin de compte, par la formation, j'ai vu tous les bienfaits et ça a changé mon niveau de coaching aussi parce qu'on est sur de la synthétisation de consignes, il faut que ce soit rapide et clair et voir les bienfaits au niveau postural, que ce soit sur de la muscu ou des cours collectifs. Et donc j'ai vraiment besoin d'avoir une vision globale et parce que ça va aussi dans la psychologie. Avoir la personne, c'est la comprendre et il n'y a pas qu'un aspect, on ne peut pas avoir que l'aspect sportif, il y a tout l'aspect qualité de vie. On va comprendre peut-être son sommeil, son alimentation, des fois rien qu'un traitement médicamenteux ça peut empêcher un objectif. Il y a plein de petits détails que j'ai besoin d'avoir. Si j'ai pas tout, je peux pas l'aider. Et c'est peut-être ça aussi la force du côté au potentiel, c'est de voir justement les non-dits. Les petits détails qui se cachent derrière, des fois une fréquence vocale qui n'apparaît pas. Mais est-ce qu'on peut être polytechnicien ? Je pense oui. Parce que tout est possible. Quelqu'un qui, alors j'allais dire de normal, oui, dans la norme telle qu'on l'a définie, il va se poser, il va pas se poser la question d'être pluridisciplinaire et surtout il va pouvoir peut-être reconnaître, alors je dis pas que tu le fais pas, mais le fait de pas pouvoir être spécialiste, parce que c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber, c'est-à-dire la facilité et puis rester en surface. Est-ce que t'as pas un peu peur de ça quand même, d'oublier éventuellement de dire aux gens d'aller voir des spécialistes par ton envie, tu vois, d'être pluridisciplinaire, polytechnicien, j'ai envie de dire, mais non, parce qu'il y a des choses quand même que je pourrais pas maîtriser. Par exemple, quand ça part de la psychologie, là, je peux rien faire. Sur le sommeil, je peux rien faire. Mais vu que j'ai vu mon passé, on va dire, psychologique avec le fait d'avoir eu le trouble d'attention, donc il a fallu quand même en parler. Pareil pour accepter le côté au potentiel, parce que j'étais beaucoup dans le déni, le sommeil, parce que j'ai fait de l'apnée du sommeil. Donc en repensant à mon expérience, de savoir des fois pourquoi est-ce que ça bloque, de pouvoir les rediriger sur va peut-être plutôt falloir aller voir telle personne ou tel truc, ou moi ça m'arrive aussi dans les coachings dans les programmes qu'il y a réalisés à la salle. Je fais là par contre c'est pas ma spécialité, c'est plutôt la spécialité par exemple de Titouan qui souhaite en plus lui être préparateur physique dans l'avenir. Et donc lui ça va plus l'intéresser de faire ça, et moi j'ai pas envie j'ai pas envie de donner un truc qui va pas te plaire quoi. Il y a des trucs comme ça, c'est pareil, on a des cours de cross training et je sais que les personnes moi je suis plus dans le côté fonctionnel parce que si j'ai pas la technique, je peux pas leur faire des toast to bar parce que amener les pieds à la barre, moi j'ai pas la technique, je sais pas faire. Et des personnes qui viennent le soir sont plus dans cette optique-là d'avoir des choses type CrossFit, Aerox, et moi j'ai pas la technique et j'ai pas le coaching pour. Donc ça je sais que je leur laisse. Chaque fois qu'on dit qui veut bien prendre le cours, c'est pas moi, c'est pas mon public. Et j'accepte en plus. Alors que si tu fais le parallèle avec ce que tu as appris en pilates, tu peux retrouver la technique du toast to bar. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Mais après, il faut s'entraîner. Tu peux au moins l'expliquer. Après, la démonstration peut être plus compliquée, mais tu peux au moins l'expliquer. Non, en fait, tu as besoin de comprendre, pas forcément pour te poser en tant que spécialiste de tout, mais pouvoir mieux orienter. Voilà. Puis parce que tu as cette curiosité en toi, c'est ton mode de fonctionnement finalement. C'est de comprendre les gens, de montrer qu'on s'intéresse à eux aussi. Parce que c'est pas. Un coach qui te dit oui, et puis qui te. Rien à foutre de ta gueule. Il y en a tellement et qui s'intéressent pas du tout en plus.
Et ensuite, après, tu utilises ChatGPT pour analyser tes réponses. C'est plus humain, ça. J'ai vu une vidéo assez marrante l'autre jour sur Instagram avec ce truc-là. C'est le médecin du futur, génération ChatGPT qui accueille son patient qui lui demande de revenir 2 minutes plus tard parce que il prend un appel et en fait il interroge une intelligence artificielle pour savoir comment se dépatouiller du cas du patient. Espérons qu'on n'en arrive pas à ce genre de cas. Même si on va pas trop dériver sur le sujet, mais ok, donc toi, c'est ta vision du coach, t'es troublé par le chat là. Ta vision du coach, c'est ça, c'est pouvoir au moins embrasser la personne dans son ensemble, dans l'aspect physique, psychologique. C'est important parce que j'en parlais avec je ne sais plus qui. Bon, j'en parlais, ça c'est clair que j'en ai parlé, mais je parlais justement d'une dame là qui avait fait qui était venue pour une prise de masse musculaire et parce qu'elle était maigre et en fait en parlant avec elle, en parlant alimentation et tout, en fait elle a pareil trouble de l'attention, mais je pense plus parce qu'elle elle pense pas à manger, alors que elle est pas anorexique, mais elle pense pas à manger parce que elle est stressée par le boulot et tout. Mais en fait le fait de lui faire, si on n'a pas cette connaissance, enfin juste les connaissances, pas de compétences, mais les connaissances, j'étais en train de me dire, mais on envoie chez un coach lambda, il va lui faire un programme de masse musculaire, mais en fait elle aura tellement pas assez son apport ne sera pas suffisant qu'elle fera de la sarcopénie, en fait on va la tuer. Donc là c'est le côté, on va dire, justement être coach, faire que le programme sportif, ok, mais si on ne prend pas la globalité dans si on ne prend pas tous les éléments de son ensemble, en fait on pense vouloir, justement le but d'un coach c'est le bien-être des gens, mais là en fait on fait l'inverse, on la tue. Donc et c'est ça dont j'ai peur, justement, comme on a la santé des gens en main, leur bien-être et leur intégrité, je peux pas me contenter que du physique. Il faut que je puisse comprendre pourquoi, comment, et qu'est-ce que moi je peux faire pour la personne. Et si j'ai pas les compétences, la renvoyer vers quelqu'un, mais il faut absolument avoir toutes ces infos, sinon on peut pas être coach, quoi. C'est comme je sais pas, j'ai pas d'autres idées en tête là, mais un médecin qui poserait pas de questions. Exactement. Oui. Voilà, faut s'intéresser à la personne et puis chercher à comprendre le pourquoi du comment avant de pouvoir donner des conseils, finalement. Parce que autrement t'écris un livre. Je crois que c'est plus simple comme ça. T'écris un livre avec des programmes qui peuvent plus ou moins s'appliquer à tout le monde, et puis tu te soucies pas de savoir si les personnes qui achètent le livre et qui appliquent ce que tu as indiqué dedans s'en sortent réellement. C'est ça. Voilà. Donc t'es pas dans le coaching, dans l'entraînement, dans l'accompagnement, t'es dans du business. Dans de la création de recettes. Voilà. Et c'est peut-être ça que faudrait peut-être je pense que ce qui manque, à force d'avoir fait la formation là pendant 1 an et de comprendre en fin de compte en gros les objectifs de personnes, c'est là où heureusement qu'on a une dernière barrière en plus du coordinateur ou des formateurs, c'est la DRAGES. C'est elle qui valide, et c'est un peu comme moi avec ma commission de validation c'est la fédération qui valide moi mon diplôme. Donc on peut avoir des avis positifs, ok, mais si la DRAGES, donc jeunesse et sport, pense que c'est une mauvaise idée que la personne soit coach parce que c'est l'intégrité physique et que ça représente aussi comment on va être affiché en tant qu'éducateur sportif dans le ministère des Sports. S'ils pensent qu'il y a un côté plutôt alertant et mauvaise image, ils peuvent mettre leur droit de veto et ne pas valider.
alors que pourtant on a réussi toutes les certifications. Et ce qui peut manquer, c'est justement cet aspect, peut-être qu'il faudrait, enfin, j'aime bien révolutionner les trucs, mais avoir un entretien peut-être avec la Drages ou avec une personne, on va dire, dans le... pas psychologue, mais plutôt qui va aller pouvoir analyser peut-être le fond de ce que la personne souhaite vraiment. Si elle souhaite être coach, avoir un diplôme, mais juste pour vendre, faire du business derrière, et je sais pas, vendre des programmes mais que à distance et plus s'occuper des personnes, leur dire mais non, t'as rien à foutre là, quoi. Enfin, entre guillemets, sois pas coach, ça sert à rien. Enfin, on peut pas te donner un diplôme parce que on est éducateur dit social, dit relation humaine, dit comprendre la personne et dans son intégrité justement physique et morale. Et si tu es là juste pour faire de l'argent, on peut pas te donner en main des personnes vivantes, quoi. C'est risqué de faire l'inverse, quoi. Alors, je peux aussi te rassurer par rapport à ça, c'est-à-dire que te rassurer puis peut-être apporter une précision. La précision, ça serait que on peut pas présager de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être se dire moi je vais faire que du coaching à distance, peu importe qui j'ai en face, etc. Il y en a, c'est heureusement pas tout le monde, c'est pas la plupart des personnes qui passent leur diplôme d'éducateur sportif. Donc en tant que formateur ou centre de formation, ça reviendrait à dire alors toi je te vois pas père ou je te vois pas mère, donc oui. Je vais t'interdire de faire des enfants. On peut pas présager, on peut pas savoir de quoi est fait l'avenir et comment les personnes vont évoluer. Et comme on ne sait pas non plus comment ça peut évoluer, tu as ce qu'on appelle la sélection naturelle dans la profession. Et tu peux avoir un business model qui fonctionnera pas parce que tu ne t'intéresses pas aux gens. Voilà. Donc c'est pas parce que t'es musclé, t'es un peu beau gosse ou belle gosse, que tu sais faire du montage vidéo, etc., que ça va forcément marcher. Ça peut, mais s'il n'y a pas ce côté un peu relationnel, tu vas pas, au moins à travers l'écran ou à travers les vidéos, te soucier des autres, les autres ne se soucieront pas de toi non plus. C'est-à-dire que ça peut pas fonctionner que dans un sens. Oui. Voilà. Un modèle, et tous ceux qui ont bien fonctionné jusqu'à maintenant, c'est des gens qui se soucient des autres. Et on est dans cette relation, nous, sociale. Tu parles de bien-être, oui, on est dans le bien-être, même si tu veux toucher un maximum de monde, et donc tu peux pas être tout le temps dans le relationnel one-to-one, pour parler un français chic, et que tu veux toucher le plus grand nombre possible, que tu veux influencer dans le bon sens du terme, il faut quand même qu'on sente cette préoccupation des autres. C'est ça. Voilà. Si elle n'y est pas, les gens pour lesquels on sent enfin pour ma part en tout cas, un peu d'égocentrisme ou trop d'égocentrisme, je les suis pas, quoi. Ça m'intéresse 2 minutes, puis après je me dis c'est qui ce gars-là ou c'est qui cette fille-là, c'est bon, ça m'intéresse pas, moi, de voir des gens qui font que s'encenser et qui pensent avoir toutes les réponses et qui se soucient pas des autres et qui vont pas nuancer leur discours. Bon, ce n'est que mon avis, mais c'est en ça que je te rejoins sur le fait que mais on peut pas interdire non plus. Oui. Voilà. C'est à chacun de se rendre compte de ses capacités et de comment ça va fonctionner dans l'idée qui s'est fait du métier. Souvent je fais la relation avec les métiers de bouche, la cuisine. Pareil, tu peux très bien vouloir avoir un food truck, un restaurant 3 étoiles, ça correspondra pas à tout le monde, et puis tu peux faire que de la vente par correspondance, je sais pas, de gâteaux ou de... Tu vois, chacun son modèle, et chacun réussira en fonction de ce qu'il y mettra de lui-même.
Ouais. Je sais pas si on Vu est comme arrivé ça. au bout de cette histoire Si. de coaching, si Si. si ça répond un peu à, Ah bah si, complètement. pas à tes angoisses, mais Non, à ton mais point de vue. Mais c'est un peu une sorte d'injustice, quoi. Enfin, c'est de voir des gens qui ne pensent pas aux gens. Et ouais, qui font un métier de social. C'est... On se demande s'ils ne sont pas trompés de voie, mais peut-être. c'est un peu l'incohérence, en fait. C'est de faire un métier social sans vouloir faire du social. Oui, mais bon. Mais bon, là, on peut rien faire. Non, et puis il y en a, ils s'en rendent compte. Au bout d'un moment, ils finissent par se poser la question, mais pourquoi je fais ça et voilà. Et puis si eux s'en rendent pas compte, il y a toujours des gens Pour le faire. voilà, de manière pas forcément très bienveillante d'ailleurs. Mais voilà. Donc, ce qui est en tant que, là, je vais te parler en tant que formateur. Pour moi, ce qui importe, c'est que chacun y trouve son compte. Chacun y trouve, comme toi, tu trouves ta voie, tu te formes en fonction du coach. Alors, que tu définis par défaut, je sais quel coach je veux pas être, alors que tu es en train de définir quel coach tu veux être en réalité. Mais bon, Toujours parler du négatif. pour moi, c'est ça, c'est garder à l'esprit bon, bah, les autres, ils font comme ils veulent, ils gèrent comme ils veulent, mais moi, je suis droit dans mes bottes et je sais ce vers quoi je tends, je sais ce que je veux. Les autres, c'est leur problème. Même si on est obligé de passer une année ensemble et de se faire aux différents caractères qui peut y avoir dans une promotion, dans une formation pour adultes, n'empêche que chacun trace son chemin avec les autres dans une entente qu'on espère la meilleure, parce que c'est pas facile d'essayer de faire avancer des gens quand ils s'entendent pas ou quand ils ont des visions diamétralement opposées et que forcément ça ralentit une formation parce que tu es en train de tout le temps tergiverser sur des détails, sur des broutilles et puis voilà, jamais forcément être content. Mais non, c'est bien parce que pour moi c'est ta vision, elle correspond assez à la mienne, même si je n'ai malheureusement pas eu Orange derrière moi pour payer toutes les formations. Non, mais je plaisante. C'est tombé au bon moment. Voilà, mais c'est très bien pour toi et moi je suis content pour toi. Et il n'y a pas de jalousie de ma part. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Et ben, on se forme à la vitesse qu'on peut se former et parfois on va chercher des certifications et parfois on se contente de lire des livres, de regarder des vidéos de spécialistes, d'écouter des podcasts de spécialistes. Et puis d'essayer d'engranger un maximum de connaissances, même si on est dans un pays, le pays du papier, faut toujours avoir voilà, le pass qui prouve que tu es compétent. Et moi je trouve ça très bien qu'on soit dans une histoire de réglementation, il faut avoir un diplôme, il faut avoir une certification, voilà. Mais ça ne fait pas tout. C'est ça. Voilà, ça ne fait pas, c'est pas parce que tu as un papier que tu es forcément compétent derrière et que tu as forcément tout ce qui va te permettre d'être bon dans ce que tu veux faire. Et ça, il faut continuer de se former, que ce soit diplômant ou pas. En tout cas, il faut s'intéresser à un maximum de choses, quoi. Et peu importe, de toute façon, peu importe le métier, parce que là, que ce soit le sport, mais même par exemple l'informatique, tout change, tout évolue rapidement, donc il faut toujours se reformer, voir ce qui va se passer le lendemain, parce qu'il y a toujours des choses qui bougent, on découvre une nouvelle manière d'entraînement, là par exemple, même le corps, on ne comprend pas encore à 100%, donc il y a des choses que on comprend parce que il y a une étude qui a été faite, et voilà, ça peut bouleverser des fois des choses, ça peut bouleverser on va dire des choses qu'on a apprises. Et puis comme l'humain, il n'est pas binaire, donc ce qui va marcher avec l'un va pas marcher avec l'autre. Donc là, c'est aussi le côté adaptation. Et c'est peut-être pour ça aussi le côté au potentiel qui est pas, enfin moi que j'aime bien, et en fait je le revois sur tout ce que je fais à côté. Donc que ce soit coach ou même arbitrage. Et pourquoi le volet ? Parce qu'en fait c'est que des trucs qui sont hyper complexes. Un truc simple, je me fais chier. Il faut que ce soit hyper complexe ou comme quand on fait des nœuds de chaussures mais qu'on n'arrive plus à les enlever,
Et c'est là où on garde le focus et trouver le petit moyen pour débloquer tout ça. Parce que ça peut pas être pareil. En fait, chaque jour, c'est toujours différent. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est hyper technique, il y a toujours des exceptions. Là, par exemple, si je prends l'exemple du volley, il y a une règle, mais il n'y a que des exceptions. Il y a une règle de base, oui, mais elle marche, sauf dans ce cas-là. Et en fait, c'est que de l'analyse. Et le cerveau, il tourne tellement vite que j'ai besoin d'analyser plein de trucs et que t'as besoin de débrouiller tout le temps les choses. T'as besoin de situations complexes pour que ton cerveau te sente bien. Est-ce que t'arrives à t'ennuyer des fois ? C'est-à-dire, est-ce que t'arrives à prendre le temps de t'ennuyer ? Non. D'ailleurs, mes collègues m'ont offert, enfin mes anciens collègues d'Orange m'ont offert un livre, justement, c'est Comment s'ennuyer. Apprendre à s'ennuyer. Je sais pas faire. J'ai besoin de faire quelque chose. Nerveusement, ça doit être... Mais des fois, c'est drôle. C'est drôle. Mais ouais, non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Parce que sinon, en fait, j'essaie de compenser déjà mon trouble de l'attention. Me dire, déjà, je sais que j'ai des difficultés, par exemple, à m'organiser, faire des trucs. Donc, il faut que je fasse plus de choses pour compenser. Et des fois, ça m'arrive de pas oublier de prendre mon traitement. Ça peut m'arriver. Et ça donne des situations assez comiques à la salle. Comme par exemple, je commence à changer mes chaussures, mais j'ai qu'une chaussure au pied. Et puis, je vais dire bonjour aux adhérents. Donc, je me balade avec une chaussure. Je pose ma gourde à un endroit. Une heure après, je sais pas où elle est, je la retrouve, mais en fait je la repose à un autre endroit qui devrait pas être là. Ça m'est déjà arrivé aussi de garder le micro et puis aller me parler avec un adhérent, et puis en fait ma collègue en avait besoin et je suis obligé de faire demi-tour pour aller la voir. Il y a plein de petites situations comme ça où ça donne des petites situations comiques. Un jour il faudrait que je fasse une vidéo du genre j'ai oublié mes adhérents en salle de cours ou j'ai oublié d'éteindre le micro et le cours c'est ça. C'est prévu. Juste avant que je parte quand même, c'est prévu. Parce que ça, ces moments-là, je pense qu'on les vit tous à un moment de notre vie, c'est quand on a une grosse fatigue. Ouais. Mais là, c'est même sans fatigue, c'est tout le temps. Mais c'est ça qui doit être fatigant finalement, c'est de te dire je suis jamais à l'abri. Non. Faut que tu arrives à... Parce que on sait que c'est bien de s'ennuyer, mais t'arrives même pas à ne serait-ce que te poser dans ton fauteuil, dans ton canapé et te dire là... Si, 5 minutes. Ouais, et après t'as besoin de... Et après j'ai fait un tour en moto. T'as pas oublié de mettre ton casque ? Non. Non, c'est bon. Mais ouais, c'est... Maintenant, et dès que j'ai un petit peu de temps, je me dis, c'est pour ça que je suis souvent en retard aussi, je fais des trucs où je devrais... on s'en fout du moment. Là, avant de venir ici, je savais que j'avais rendez-vous à 10h. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis à faire du rangement. Pour rien, parce que de toute façon, ça faisait 3 mois que ça traînait, et c'est maintenant que j'ai décidé, tiens, je vais ranger ça, tiens. Il me reste 5 minutes. Tiens, je vais ranger. Tiens, il y a un truc qui a traîné. Tiens. T'étais en train de retarder ta venue exprès, en fait. Je crois. T'avais un peu peur des questions. Non, mais ouais, c'est vrai que une grosse année là qu'il y a eu, et puis j'ai fait tellement de rencontres cette année aussi qui ont été tellement touchantes, que ce soit par exemple Anthony et Émilie qui m'ont aidé, il y a eu Titouan et Laurine, les coachs de la salle, mais Laurine est partie, c'est Jennifer qui est arrivée, et ensuite tous ceux qui m'ont accompagné, donc il y a Willy qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours accompagné, que ce soit dans le coaching de perte de poids, de réussite d'haltérophilie, et ensuite toutes les personnes annexes. Je peux en citer plein. Il y a par exemple Blabla Coach qui a ouvert un compte Instagram, une communauté entre coachs où elle va partager des informations qui ont été vachement utiles pendant ma formation, mais aussi elle a ouvert une petite plateforme, donc quand on a des fois pas d'idée pour faire un programme, il y a tous les exercices qui sont répartis par groupe musculaire. Et là on se dit putain ouais, des fois je l'utilise. Ben Baudin et Alex Couillando que j'ai pu rencontrer plusieurs fois, qui ont participé à la convention pour mon IC2, et pareil, toujours donner des tips, toujours présent. Camille Desbèdes qui me fait évoluer en step en coaching. Il y a ça, il y a les coordos, le NCP, enfin même les formateurs, que ce soit Christophe qui nous a formé au Pilates, Anne-Sophie, il y a Stéphie aussi,
qui ont été de super bons conseils et qui nous ont aidés à nous améliorer, une année qui était franchement riche en émotions et surtout en confiance. On m'a fait confiance et j'ai eu peut-être des baisses des fois de motivation parce que je me suis dit, c'est pas est-ce que je fais pour ce métier, mais est-ce que déjà je me sens légitime de pouvoir donner des informations, des choses comme ça. Et puis plusieurs fois j'ai déjà dit à Anthony, je suis sûr que tu as misé sur le mauvais cheval. Il fait non. Et puis même les formateurs qui le connaissent, parce qu'il était aussi formateur à l'ANCP, ils font si tu as choisi, c'est pas pour rien. C'est qu'ils sentent en toi du potentiel. Et en fait, non, il m'a toujours. Il a réussi, je pensais pas qu'il allait réussir, mais il a réussi à me manager, parce que manager quelqu'un qui est neuroatypique, c'est hyper compliqué, parce qu'il faut réussir à le comprendre et comprendre son fonctionnement de pensée. Et en fait, il a toujours réussi, toujours dans la bienveillance, moi j'appelle ça des feedbacks positifs, dans la pédagogie positive, donc toujours dire, voilà, ça c'est bien, et comment tu peux faire pour encore mieux faire. Mais toujours dans le positif. Et c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer et être là où je suis, même s'il y a des fois je me dis, c'est un coup de chance que j'ai réussi, mais ça va peut-être venir. Et puis là, il me reste plus qu'une semaine d'entreprise et je suis encore dans le déni de devoir partir. Je lui ai dit que j'allais m'attacher à un poteau ou à leur pot de fleurs en restant là et que je ne bougerai pas. Mais non, sinon il y a déjà des associations qui m'ont contacté pour la suite et tout. Et après, à voir. Mais ouais, c'est vrai que tu parlais d'une question de savoir qui on voulait être plus tard. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours trotté en tête. Qui m'est resté en tête. Gwen nous avait fait un petit discours à un moment et puis il disait c'est marrant, ceux qui font BP maintenant, ceux qui veulent être coach, ils ont comme modèle souvent des Thibaut InShape, Nassim, tous les grands de la muscu, mais il n'y a plus personne qui ont comme modèle des gens du freestyle, donc des Rémi Huleux, Ben Bodin etc. Et en fait toute la promo s'est retournée en citant mon nom et c'est comme si en fait ils pensaient déjà ils étaient en train de dire ce que j'étais en train de penser. Et alors je sais pas si c'est le fait que c'est les cours collectifs et les trucs freestyle c'était en déclin, et en fait moi j'aime bien tout ce qui est en déclin pour essayer de le remonter et de montrer qu'en fin de compte s'il y a des choses qui sont positives. Et en fait, en discutant avec Ben Bodin, justement, on a vu qu'il y a eu la période cours collectif et ensuite la musculation arrivée avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais là, de plus en plus, les cours collectifs remontent. On est, c'est comme les modes de vêtements, ça vient, ça part, ça revient. Et le freestyle, c'est vrai que le freestyle remonte, parce que quand on voit les conventions qui sont de plus en plus complètes et que les gens viennent justement des fois dans les salles de sport pour faire ces cours freestyle, que ce soit Step, LIA, Hero ou même autres, et c'est pas si en déclin que ça. Il suffit d'avoir les bons animateurs devant, les bons éducateurs, et c'est pour ça que je me forme encore pour pouvoir être le modèle que j'ai eu. Pour moi, les modèles que j'ai, donc que ce soit Rémi Huleux, Alex ou Ben, et même Camille d'ailleurs, parce que j'ai pu faire une convention et j'ai vu sa pédagogie, et j'ai tout de suite accroché, quoi. Donc plutôt freestyle pour toi, ouais. Plutôt cours collectif, Step, LIA. Ouais. Mais je te rejoins là-dessus, je le constate aussi, parce que je donne des cours collectifs en dehors. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai trouvé mes premiers postes, c'est les cours collectifs, c'est pas la musculation. Il y a une demande en Step. Là, à la rentrée, normalement, je dois donner un autre cours de Step en semaine. Voilà, donc il y a des gens que ça intéresse et de toute façon, comme tu le dis, quelque part, c'est un peu les animateurs ou les éducateurs qui vont faire que la discipline va reprendre. Si tu arrives à transmettre l'intérêt, la joie, parce que une activité physique, il faut que ce soit joyeux, il faut que tu viennes, tu aies envie de... Souvent, on plaisante en disant je vous fais souffrir pour votre bien et on va rigoler dans la souffrance, mais
c'est une souffrance qui est passagère et qui est jubilatoire quelque part. Donc si tu arrives à retransmettre ça, cette passion, tu auras forcément du monde à te suivre. C'est obligé. Tu te retrouveras pas tout seul à galérer, même si ça peut malheureusement arriver en cours collectif, parce que les gens sont des gens et ils ont leur contexte, ils ont passé une mauvaise journée, ils sont là, ils se bougent, mais ils n'ont pas forcément envie de répondre à tes questions, ils n'ont pas forcément envie de rire à tes plaisanteries. Ils peuvent être très concentrés dans leur... Alors ça peut être frustrant, hein. Dans notre métier, c'est vrai que quand tu es face à un public tu sens pas le répondant, toi tu arrives avec ton énergie pour essayer de les attirer à la tienne et tu vois que c'est mou. Ça répond pas, ouais. Mais ça fait partie des aléas du métier, quoi. J'avais une dernière question pour faire la boucle, avec une chose que tu as dite au début. Et puis après, on va peut-être se quitter là-dessus quand même, parce que tu as un métier. On lit en moi comme dans un livre ouvert, on avait fait un exercice. Ah putain. Ouais, c'est juste pour faire. C'est pas grave, t'en as dit d'autres des gros mots pendant l'entretien, notre discussion. C'est juste pour faire le lien avec le fait que tu as besoin qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Et on ne donne pas toujours ce sens. Et l'exercice qu'on avait fait, tu t'en souviens, avec on se plante devant quelqu'un et puis on le regarde droit dans les yeux, qui était un exercice sur la communication. Et je l'avais pas donné l'objectif et le sens derrière cet exercice. Comme sur d'autres exercices d'ailleurs. J'avais pas dit à quoi il servait exactement. Est-ce que ce type de choses, toi qui as besoin de sens, est-ce que quand même tu arrives à te lancer un peu dans l'aventure? Il y en avait un autre exercice qu'on avait fait avec des cris d'animaux, pour lequel j'avais pas donné non plus l'intérêt ni l'objectif du truc, mais comment toi tu as ressenti ces deux exercices-là, de te retrouver face à quelqu'un, de regarder droit dans les yeux et de vivre cet instant, je sais plus combien on était resté, 30 secondes je crois, on a fait crescendo, peut-être jusqu'à une minute, un truc comme ça. Quelle difficulté, Alors la difficulté, c'est plutôt créer le lien en fait. On a fait différentes communications, donc là on était dans le non-verbal, et le non-verbal dit beaucoup de choses. Il est là le truc, c'est qu'il y a des fois il n'y a pas besoin de parler pour comprendre la personne. Et faire cet exercice, ça permet aussi de voir si, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, même si même si on se parle pas, il peut y avoir des choses qui se disent. Et si on n'arrive pas à regarder dans les yeux quelqu'un longtemps, à chaque fois on tourne la tête, c'est comment en tant qu'éducateur sportif on va rester concentré face à la personne. Créer le lien déjà par le regard, ça permet de connecter la personne avec son client. Et donc pouvoir après essayer de déjà l'intégrer à ce que déjà toi tu vas l'écouter et ce que tu vas lui répondre. Et avec toi, il n'y avait pas besoin de parler parce que j'étais en train de penser à un truc. Je pensais déjà, j'étais en séparation, donc je pensais déjà à mon truc. Et sauf que le problème, c'est que ton regard s'est transformé, a changé, et tu savais à quoi je pensais. Sauf que moi, alors c'est là, ça va faire un truc, à Laura, ça va faire bizarre, mais moi je me comprends. Donc après, j'avais compris que tu avais compris. Voilà. Donc j'ai su que tu avais capté le message. Et en fait, ton regard a rechangé. Et c'est là où ça fait vraiment, presque un truc comique, parce que ça faisait... t'as compris que j'ai compris... Alors non, attends, j'ai compris... Que t'as compris. Ouais, en gros, ça faisait un truc comme ça. En fait, t'avais perçu que j'avais compris que t'avais compris mon message. En fait, il y a eu un échange comme quoi il y avait... et ça faisait un truc comique parce que le visage, même mon visage, était détendu, et puis il y a eu un sourire, il y a eu... En fait, ça débloque pas mal de trucs, la communication non verbale. Après, le cri, c'est... en tant que coach, on doit animer des choses comme ça. Donc après, est-ce que c'est la peur du ridicule, des choses comme ça, surtout face à des publics? Là, on était une promo, donc on était avec nos pairs et un public d'inconnus en plus. Nos adhérents sont aussi inconnus, ils ne nous connaissent pas.
Donc quand on va voir passer devant eux, il faut réussir à avoir la casquette de coach. Donc en fait, c'est un peu essayer de créer son, pas un personnage, mais avoir un peu la relation professionnelle, enfin une posture professionnelle. Là, c'était un crime, mais ça permet déjà de pouvoir élever la voix. Et déjà, moi, ça m'a permis de débloquer justement, de pouvoir après parler fort, parler devant du monde, parler fort, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt introverti et qui a une voix qui est assez faible. Donc après, toute ma année de formation, j'ai utilisé le micro à la salle, mais le NCP, il n'y avait pas de micro. Donc même la promo a vu mon évolution, c'était rien que sur les cours chorégraphiés, en étant beaucoup plus sûr. Et voilà, c'est des choses qui sont vachement qui aident, quoi. Même si des fois on peut pas trouver d'utilité sur le moment même, mais avec du recul, quand on regarde, on se dit mais ça l'a été, quoi. T'as réussi à faire il y a un lien. Le lien Il y a entre toujours un lien, ouais. alors mettre ton cordon, ta punaise, Ouais, la petite fiche, et puis faire un lien avec d'autres fiches. c'est ça. Ouais. En plus, je vous avais pas ménagé puisque je vous demandais un cri d'animal, et donc c'est vrai que ça peut être intimidant de se dire je vais faire la poule, ou je vais faire je sais pas moi, le lion, le pan, devant tout le monde, des gens que je connais à peine, puisque c'est très rapidement dans la formation, mais c'est ça, c'est de pouvoir se lâcher, de pouvoir se rendre compte que le ridicule tue pas, et que ceux qui font les malins en dehors, quand tu les mets en situation, se retrouvent bloqués aussi, et donc il y a aussi une part de cohésion du groupe. Tu vois, de voir qui va soutenir qui, comment ça va se passer, et de se lancer. Mais tu vois, on met pas toujours, on n'énonce pas toujours les objectifs derrière quelque chose, et donc la question que je me posais par rapport parce que des fois, à ce que tu disais, des fois c'est bien des fois de pas dire, parce que des fois c'est à nous de la trouver. C'est comme il y a plein de choses, ça me rappelle des trucs, mais on donne un contexte, mais sans trouver l'objectif, et c'est à nous de trouver. C'est un peu comme quand on a des exercices, on nous dit pas comment faire, on nous dit on veut ça. Mais après, il y a un panel de choix de liberté pour le faire. Et après, c'est là où on rentre dans la formation aussi pour adultes, et que voilà, on peut comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre de pédagogie, mais on fait l'exercice, et justement on va savoir ce qui est bien, pas bien. Et voilà, l'objectif c'était ça, et on va l'apprendre à le faire. On apprend par soi-même, on fait l'erreur, parce que le but c'est ça, et je me rappellerai toujours de ce qu'Anthony me dit. Et parce que moi qui n'aime pas faire des erreurs, parce que même si je suis stagiaire, pour moi j'avais la casquette de coach, et il fallait absolument que je sois bon, au moins bon, minimum bon, et au moins potable. Et c'était non, fais des erreurs tout de suite, c'est maintenant. Limite, si je faisais pas d'erreurs, je me faisais pas engueuler, mais en gros il m'encourage à faire des erreurs. Et le but c'est ça, c'est on oublie que et c'est le problème de l'éducation française, c'est le droit à l'erreur. L'erreur en fait on l'apprend, parce qu'une fois qu'on l'a faite et qu'on a compris pourquoi on l'a faite, et on la refera plus après. C'est la deuxième partie qui est importante. C'est pas faire l'erreur pour faire l'erreur. Non. C'est faire une erreur et chercher en quoi c'en est une, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour ne pas reproduire cette erreur. Si t'en tires pas une leçon, en fait, tu fais que des erreurs toute ta vie sans jamais t'améliorer. Et comprendre la logique, parce qu'après, quand on va retrouver la même situation qui va être similaire, on va dire ça je m'en souviens, c'est plus comme ça, je me souviens. Alors après, des fois on peut oublier de ce qui était, mais déjà on a le signal d'alerte, et on se dit ça m'est déjà arrivé sur des choses, sur des tâches, je fais là je vais revoir par exemple Anthony ou un des coachs pour dire je me souviens qu'il m'a dit un truc, mais je suis désolé. En gros, comme ils savent pour moi, je suis désolé, j'ai écouté, mais j'ai un trou de mémoire. Et moi je repose plutôt la question, qu'ils me disent comment faire. Est-ce que c'est bien comme ça? Soit ils me disent oui, soit ils me disent presque. Et après on le fait ensemble, mais voilà, à force de déjà ça donne l'alerte. Et après, si on n'a pas compris la deuxième fois, la troisième fois, on l'a comprise, quoi. Mais déjà, on a l'alerte, on va pas le refaire, parce qu'on a l'alerte. On va d'abord se renseigner et poser la question de savoir si c'est bien ça qu'on a compris. Et ensuite, et c'est voir aussi, c'est cette pédagogie-là que
qui est dommage qu'on nous enseigne, mais que les gens ne comprennent pas. Même moi, je ne la comprends pas parce que pour moi, j'ai pas le droit de faire d'erreurs. Alors que même quand j'avais encadré une apprentie en alternance, je lui disais, t'as le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur. Mais pour les autres, mais pas pour soi. Ouais, c'est toujours l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Et puis fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ouais. Malheureusement, on passe tous par là et on a tous cette dichotomie, ce paradoxe, on va dire. Ok, donc les projets d'avenir maintenant, que tu vas être diplômé, que tu vas avoir ta carte professionnelle. Prendre des vacances déjà. Prendre des vacances. Et après, je sais que j'ai des associations et après, mais je pense que je vais reprendre contact avec Sam, parce que j'avais eu aussi l'idée de passer, soit voir avec lui par rapport à l'asso qu'il voulait faire sur le harcèlement aussi, parce que c'est une autre histoire de harcèlement que j'ai eue. Mais voilà, parce que le sport a aidé et pourquoi pas aussi aller dans les collèges, lycées et parler de harcèlement et ce que le sport peut permettre pour sauver un peu ce genre de cas. Est-ce que ça a été ton cas à toi ? Ouais, ça a été très compliqué. C'est pour ça que je suis sorti du système scolaire classique, on va dire. Et en fait, c'est pas le harcèlement, c'est pas le sport qui m'a sauvé du harcèlement. C'est plutôt le sport qui m'a sauvé de ma vie de l'année dernière. Entre tout ce qui se passait, c'est les rencontres que j'ai eues qui ont fait que ça y est, j'ai évolué et j'ai encore changé, j'ai encore mûri et je vais encore mûrir demain en apprenant encore des choses des adhérents, des futurs adhérents, futurs patrons peut-être, futurs collègues. Donc aspect social finalement Ouais. de l'activité physique, parce qu'on peut très bien faire des activités physiques dans son coin. Tu vas sur l'aire de street workout de ton village ou de ta ville, et puis à des heures où tu peux faire ça vraiment de manière solitaire. Toi, l'intérêt que tu as trouvé, c'est dans le lien social. C'est ça. Et le partage, ouais. Et le partage, ouais. Mais ce qui, à mon sens, est super, super constructif. Même si on a besoin de nos moments aussi de solitude et de faire des trucs dans notre coin, mais ouais, c'est quand même le partage, voir la joie des autres et puis qui s'améliore et qui t'aide finalement à t'améliorer aussi. Quoi. L'aspect humain, comme on aimerait le voir beaucoup plus souvent, surtout dans le contexte actuel. Mais bon, espérons que par l'intermédiaire de notre métier, on arrive à transmettre des valeurs humaines de partage, de vivre ensemble. J'espère que tout le monde arrivera à prendre cette dimension de notre métier. Faut y croire. Et on te reverra bientôt présentateur. Oula, non, peut-être non. pas. Je sais pas si... Tu n'as pas cette... Non. Pour l'instant, c'est ça dans le viseur. Peut-être un jour, mais je pense que je vais être trop vieux. Mais non. T'as cité des personnes qui sont pas forcément très jeunes. Hein. Ben, ça y est, il est passé de l'autre côté de la quarantaine. Hein. Donc, Ah, mais il les fait pas. Ah oui, il les fait pas, mais bon, il les a quand même. T'en parleras avec lui, tu verras. Bon, il y a peut-être un peu de private joke là, pour les personnes qui pourront écouter et qui connaissent pas tous ces gens-là, mais vous pouvez les trouver facilement sur Instagram. Ben Bonin, Alex Couyando et d'autres, Camille aussi, qu'on trouve, Blabla Coach, Sam de Beps, que j'ai eu le plaisir de recevoir la dernière fois. Voilà, donc c'est Léandre Plessis, on peut retrouver aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre, à suivre ses aventures. Voilà, on ne sait jamais où ça le mènera, donc il ne le sait pas lui-même, donc c'est très bien comme ça. Les surprises, c'est chouette aussi. Oui. Je te remercie pour cette discussion. Merci beaucoup. Cet échange. Qui part toujours en dérive, mais ouais. Ouais, mais bon... on arrive à se rejoindre. On a l'habitude, et puis je crois que c'est un peu la marque de fabrique de ce podcast. On sait à peu près où on va au début, puis en cours de route on se perd et puis on se retrouve. L'image de mon ancien manager d'Orange qui rigolait beaucoup là-dessus, c'est qu'à chaque fois que je voulais dire un truc, ou à chaque fois qu'on veut dire un truc,
Au lieu de passer par une route, on avait l'autoroute, on a 4 voies. Les 4 voies, il y a plein de trucs qui viennent en même temps, sauf que non, on veut qu'une route. Non, on rigolait parce qu'à chaque fois que je voulais dire un truc, Ça partait dans tous les sens. ouais, on était sur une autoroute. Moi, j'ai un peu l'image des labyrinthes qu'on trouve sur les paquets de céréales. Il fallait revenir au début. Voilà, ouais. On va rester sur cette image. Ouais. Bon, merci beaucoup, Léandre. Avec plaisir. Et puis à une prochaine fois, j'espère, pour d'autres sujets. Voilà. Pas de soucis.